Donc, est-ce que ça va comme ça? Je suis pas habitué avec le micro. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux d'être le premier du premier panel et d'être entouré de 3 doctorantes et doctorants. Avant de commencer, je vais aller d'une petite précision, d'une mise en contexte. L'analyse que je vous présente ce matin, ce n'est pas le résultat achevé d'une recherche de maîtrise. En fait, plus simplement, c'est une réflexion, un travail qui est en cours d'élaboration et que je réalise dans le cadre du séminaire d'approche sémiotique avec le professeur Pierre Barrette. Donc, fin du préambule. On peut entrer dans le vif du sujet. Vous avez sûrement vu passer la nouvelle la semaine dernière. Le quotidien La Presse lancera le 18 avril prochain une nouvelle plateforme numérique appelée La Presse Plus. Depuis plusieurs années, le quotidien est engagé dans un nombre important de transformations qui touchent autant ses structures organisationnelles que ses contenus et ses plateformes. Bon, évidemment, la presse n'est pas le seul média à changer et à avoir changé. Ces transformations-là s'inscrivent plus globalement dans ce que certains appellent les mutations contemporaines des médias. Plusieurs chercheurs, dont des chercheurs québécois, se sont intéressés aux transformations du journalisme dans le contexte de ces mutations médiatiques. Par exemple, à l'Université Laval, le chercheur François Demers a étudié donc, les mutations du journalisme et lui, il soutient que depuis un peu plus d'une décennie, le journalisme est frappé par une série de déstructurations et de restructurations. C'est l'expression qu'il emploie. Certains concernent donc les modèles d'affaires, d'autres les contenus et d'autres encore la production de l'information elle-même. À ce sujet, Demers note que si la production d'actualité, la production des nouvelles reste encore essentiellement aujourd'hui l'apanage des professionnels, en revanche, la production de commentaires ou la production d'opinions n'est plus que du ressort de journalistes, donc blogueurs, journalistes citoyens ou simples amateurs de politique revendiquent aussi leur place. Donc, devant cet effritement de l'autorité journalistique, Demers note que les médias se replient souvent sur la création d'images de journalistes vedettes et sur la création d'images de marques fortes. 2 autres chercheurs de l'Université de Laval, Jean Charon et Jean de Bonville, utilisent plutôt le concept de changement paradigmatique pour qualifier les transformations de l'information journalistique au 21e siècle. Donc, pour eux, l'idéal journalistique qui a dominé au siècle dernier et qui était centré, entre autres, sur des grands principes comme ceux de l'objectivité ou de l'intérêt public, pour eux, cet idéal-là est remplacé par un nouveau modèle. Le modèle qu'ils proposent est extrêmement riche et élaboré, puis évidemment, je n'ai pas le temps de vous le présenter en détail, mais pour aujourd'hui, j'en retiendrai que quelques éléments, 3 en fait. Donc, premièrement, l'importance et l'espace accordé à la subjectivité des journalistes aujourd'hui. Deuxièmement, le déclin d'une conception du public comme entité universelle et abstraite au profit d'une conception du public qui est désormais vue comme un groupe précis de consommateurs ayant des intérêts particuliers. Et finalement, l'établissement d'un rapport de communication plutôt qu'un rapport d'information entre journalistes et lecteurs. Des études de contenu du quotidien La Presse, donc des articles et même du dispositif, auraient pu me permettre probablement d'identifier ces mutations qu'ont relevées Demers, Charon et de Bonville. Ce que je voudrais plutôt mettre en évidence ce matin, c'est plutôt que le discours publicitaire de la presse en contient lui aussi les traces, donc des traces de ces transformations à l'œuvre. Je me suis donc intéressé à une campagne intitulée Vos chroniqueurs comme vous les aimez. C'est une campagne qui a été lancée en février 2012 et qui est directement déclinée de la campagne La Presse comme vous l'aimez, qui, elle, a été diffusée l'automne précédent, donc à l'automne 2011. Compte tenu du temps que nous avons, il sera essentiellement question, il ne sera pas essentiellement question, il va être uniquement question du spot télé ce matin. C'est un spot de 30 secondes que je vous ferai voir dans quelques secondes. Sur le plan méthodologique, je ne m'étendrai pas, mais disons que mon regard est d'inspiration socio-sémiotique, pas proprement sémiologique, pas proprement socio-sémiotique, mais disons d'inspiration. C'est-à-dire que dans mon analyse, j'ai accordé une attention pointue au texte qu'il faut comprendre ici comme étant le message publicitaire. Donc, je me suis penché sur ces composantes, qu'elles soient iconiques, plastiques, linguistiques, sonores. Et j'ai étudié, bien sûr, leurs interactions, leur évolution dans le cadre spatio-temporel qui est celui d'une image animée. Mais vous verrez que mon analyse est ouverte clairement sur le contexte. Donc, mon propos, je l'ai dit, c'est justement de montrer en quoi le discours publicitaire manifeste le contexte dans lequel l'entreprise évolue. C'est dans ce sens-là que je dis que, là, je vais très rapidement, mais que je dis que mon approche est d'inspiration socio-sémiotique. Alors, je vais vous présenter la publicité. Comme je vous l'ai dit, elle ne dure que
30 secondes. On aura, je pense, le temps que de la regarder une seule fois. Donc, soyez attentifs et attentives. Mais je vous présenterai ensuite des captures d'écran qui permettront de mettre l'accent sur certaines séquences, finalement. Là, j'espère qu'on a du son, mais je pense bien. Oh, on en a du son. Je vais juste le mettre en plein écran. Donc, je vais juste remettre ma présentation. Donc, cette campagne-là, pour ceux qui ne le sauraient pas, en fait, elle a fait suite à l'élaboration d'une nouvelle stratégie de marque et d'une nouvelle identité visuelle à la presse. Il faut se rappeler qu'à l'automne, en octobre 2011, le journal adoptait un nouveau logo carré, donc en remplacement du ovale allongé. Par la même occasion, toutes les plateformes de la presse, donc Cyberpresse et l'application mobile Cyberpresse, étaient réunies autour de la marque La Presse, donc du nom La Presse et de son nouveau logo. Ce message d'unification, donc de convergence des plateformes, c'est probablement celui qui s'impose le plus clairement là, à l'écoute du spot publicitaire. On le voit littéralement, un journal se muter en écran tactile, des téléphones s'agencer, 3 téléphones pour former une tablette électronique. Un zoom arrière, finalement, nous révèle que tout ce qu'on a vu, on l'a vu à l'écran d'un ordinateur. Et puis, l'ordinateur portable, en rabattant son écran, reprend l'apparence d'un journal papier. Donc, ce message d'unification, de convergence est assez clair. Si on voulait aller un peu plus loin, si vous me permettez d'aller un peu plus loin, on pourrait aussi dire qu'il y a une figure qui est omniprésente dans cette campagne, non seulement dans ce message, mais aussi dans toutes les autres pièces de la campagne. C'est la main, une figure donc, qui connote le rassemblement ou l'union, comme les différentes plateformes de la presse. Ceci dit, si on s'en tient à un niveau plus au niveau littéral, donc les mains dans la publicité, bien entendu, elles renvoient, elles se rapportent à des personnes, donc des hommes, des femmes, engagés dans différentes manipulations des plateformes de la presse. Autrement dit, ce sont des consommateurs, ce sont des lecteurs, ce sont vous et moi. Il y a une paire de bras dans cette publicité dont l'identité ne fait pas de doute. Le cadrage, la construction axiale, puis l'angle de caméra font en sorte de placer le spectateur, donc chacun d'entre vous, dans la position où ces bras qui émergent au début du message, bien, ce sont les vôtres, ce sont celui du spectateur. C'est donc le spectateur qui est engagé à se placer, qui est invité à se placer dans la position ici du sujet principal, de celui qui est acteur de cette publicité. Il est intéressant de noter que on a fait le choix d'illustrer non pas une seule paire de mains, comme c'est souvent le cas dans les publicités qui mettent en scène là, des mains tenant des iPads, par exemple. Ici, on a une multitude de doigts, une multitude de mains. Donc, cet agglutinement de mains et de doigts, de personnages autour d'un journal ou d'un ordinateur, ça traduit évidemment l'idée d'un lire ensemble ou d'une activité qui serait collective. Puis, si vous remarquez, bon, on le voit un peu avec cette capture d'écran, puis on le voyait aussi dans le message, il y a souvent un synchronisme, en fait, qui... les doigts, plutôt, agissent en harmonie, où il y a un synchronisme dans les mouvements des doigts. Et puis ça nous donne, encore une fois, l'impression d'un réseau ou d'une communauté même. Néanmoins, ce qui est assez clair aussi, c'est que nous sommes devant un collectif de sujet singulier, un collectif de subjectivité. Donc, quand apparaissent les noms de 8 chroniqueurs, ce sont 8 paires de doigts différentes qui se posent devant chacun, comme pour marquer un choix. En d'autres mots, c'est à chaque lecteur son chroniqueur ou à chaque chroniqueur son lecteur. Alors, somme toute, le public, qui est ici métonymisé par les mains, est présenté comme un regroupement de sujets autonomes qui sont articulés entre eux, mais qui sont animés par des goûts qui leur sont propres. Quelles sont les actions que posent ces lecteurs mains dans la publicité? Il y en a essentiellement 3, donc tourner, glisser, cliquer. Ces 3 gestes qui renvoient bien sûr à la manipulation propre à chacune des plateformes.
En y regardant de plus près, par contre, on constate que les mains ne font pas qu'entrer en contact avec le support ou avec la plateforme. Leurs actions induisent des changements dans les expressions faciales des chroniqueurs. Donc, Marie-Claude Lortie passe de souriante à pensive, à très enthousiaste sous l'action répétée de mains, de glissements de doigts le long de sa bouche, son nez ou ses yeux. L'humeur de la journaliste dépend donc, dans cette séquence, d'une interaction avec le lecteur. De la même façon, les lèvres d'Hugo Dumas, dans les captures que je vous présente, les lèvres s'incurvent vers le haut ou vers le bas selon que les mains qui tiennent son portrait l'inclinent vers l'avant ou l'arrière. Donc, ce qui est symboliquement mis en évidence ici, c'est donc un lecteur qui n'est pas passif, mais qui est actif et qui est engagé dans une véritable interaction avec les journalistes. Puisque je viens de parler des journalistes, intéressons-nous donc à la représentation des chroniqueurs dans cette publicité. Il y a déjà un certain temps que les chroniqueurs de la presse font partie de l'ADN de la marque, si vous me permettez l'expression. Depuis une dizaine d'années, les vitrines du rez-de-chaussée des bureaux du quotidien sont placardées d'affiches géantes de chroniqueurs et de chroniqueuses. Un procédé similaire de mise en visibilité est employé ici. Il n'est pas anodin de constater que ici, on a la publicité d'un média, mais tout le contenu écrit a été complètement élagué pour faire place à des photos géantes de ces chroniqueurs. Donc, leur importance dans la définition de l'identité du journal ne saurait être plus clairement illustrée. Mais le traitement qui leur est accordé est aussi celui des vedettes. Donc, on a un gigantisme des portraits, un aspect relativement léché des photos, mais surtout, les chroniqueurs jouent eux-mêmes les acteurs. Donc, ils varient les poses, ils varient les mimiques. Chacun exprime à sa façon, donc, un état d'âme ou une psychologie. Plusieurs chroniqueurs aussi, on l'a vu avec Marie-Claude Lortie ou Hugo Dumas, même Patrick Lagacé, sont présentés sous différentes facettes psychologiques, à travers un enchaînement ou une juxtaposition de différentes poses. Donc, c'est ainsi qu'on insiste visuellement et dynamiquement sur la qualité de sujet des chroniqueurs journalistes. Si chaque chroniqueur se voit investi ainsi d'une personnalité, la publicité rend aussi compte très clairement que tous appartiennent à une même entité, à une équipe, on pourrait dire. Donc, les portraits sont cadrés de la même manière, l'arrière-plan est partout absent, ils sont éclairés de la même façon, et les modèles portent tous un vêtement noir. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que la nature de celui-ci varie d'un à l'autre et d'une à l'autre. Donc, subjectivité individuelle et appartenance collective sont donc articulées. Les chroniqueurs sont saisis dans leur singularité ici, mais elle est par ailleurs enchâssée dans une identité de groupe. On se tournera pour terminer vers la substance linguistique du message publicitaire. Je m'arrêterai uniquement sur les noms des 16 chroniqueurs qui apparaissent imprimés sur le journal et sur le slogan qui clôt la publicité. Donc, les noms de famille qui sont associés aux portraits, aux photos des chroniqueurs remplissent évidemment une fonction d'identification. Donc, ils mettent des noms sur les images. Mais cette opération de dénomination, qui est en apparence relativement banale, est en fait essentielle au phénomène de visibilité, qui est la dimension fondamentale de la célébrité. La sociologue française Nathalie Hennick, qui a récemment publié un ouvrage intéressant sur la visibilité et la célébrité, rappelle qu'il n'y a pas de célébrité sans l'opération, et là c'est une citation, apparemment anodine mais lourde de conditions et riche de potentialités, qui est le fait de mettre un nom sur un visage. Donc, le nom est capital dans le statut de vedette. À titre d'exemple, le pseudonyme est monnaie courante dans le domaine artistique. Bon, ici, bien sûr, on n'a pas de pseudonyme, mais les prénoms ont été gommés au profit des noms de famille, dont on peut penser que le pouvoir différenciateur et évocateur est beaucoup plus important. Donc, Petrovski plutôt que Nathalie, Lagacé plutôt que Patrick, ou Foglia plutôt que Pierre. L'accent qui est mis sur le nom des chroniqueurs est encore plus manifeste dans une version papier de cette campagne que je vous présente à l'écran, mais sur laquelle je ne m'étendrai pas, parce que je crois que j'ai peut-être déjà passé mon 15 minutes. Finalement, que dire du slogan « Vos chroniqueurs comme vous les aimez », qui est lui-même dérivé de la nouvelle signature de la presse, qui est « La presse comme vous l'aimez ». Bon, d'abord, on note que le pronom « vous » interpelle directement le destinataire. Donc, encore une fois, le spectateur, le destinataire de la publicité est engagé au cœur du message. Mais le slogan conforte aussi une représentation du public que nous avons relevé sur le plan visuel, à savoir un public qui est constitué d'individus singuliers qui manifestent des préférences personnelles. Donc, un lecteur aura une inclination pour sa version papier, un autre penchera pour l'application mobile, l'autre pour la presse.ca, mais peu importe,
vous pouvez consulter vos chroniqueurs comme vous les aimez. Vous pouvez lire la presse comme vous l'aimez, c'est-à-dire de la manière dont vous le voulez, de la manière dont vous l'aimez. Et aussi, ces journalistes d'humeur qui ont des points de vue pluriels, qui sont expressifs, c'est ainsi que vous les appréciez. Donc, ce sont vos chroniqueurs comme vous les aimez. Ce sont donc deux lectures très apparentées et possibles de ce slogan que je viens de vous exposer. Il y aurait beaucoup à dire. Je m'arrêterai ici pour l'analyse. Je vais juste terminer rapidement en reprenant les conclusions qui ont pu être dégagées puis en tentant de les articuler concrètement avec les mutations du journaliste que j'ai exposées dans la première partie. Donc, dans la publicité, on a vu que la consommation du contenu journalistique se révèle comme étant une pratique collective, voire effectuée en réseau. Il ne s'agit pas ici précisément d'une des transformations du journalisme identifiées par Demers, Charron et de Bonville, mais on notera on conviendra qu'à l'ère numérique, on ne lit plus seul, puis on ne discute plus éventuellement d'un article avec ses pairs en face à face. On lit, on partage instantanément. Sur Twitter, Facebook, l'article est immédiatement commenté, il est repartagé et ainsi de suite. Si un lecteur lit et consomme collectivement, il reste que la publicité met l'accent sur la singularité du public et des lecteurs. Donc, ça nous renvoie à Charron, qui constate que le paradigme journalistique actuel ne considère plus le public comme une masse abstraite et homogène, mais comme un rassemblement d'individus singuliers, de consommateurs avec des intérêts personnels qu'il faut satisfaire. J'en ai pour 30 secondes. Ça va? Prends ton temps. Respire. C'est bon. J'y vais vite, mais je sens que... Bon, c'est aussi, je viens de parler de la subjectivité du public qui est mise en scène, c'est aussi sous les traits de leur subjectivité que les chroniqueurs sont présentés dans leur publicité. Donc, leurs humeurs sont mises en scène. C'est une constatation qui est en droite ligne avec la conclusion, avec une des conclusions de Charron. Encore une fois, pour qui la réhabilitation de la subjectivité du journaliste, c'est l'un des traits fondamentaux du journalisme contemporain. Mais plus encore, les chroniqueurs sont mis en vedette. Donc, la reproduction de leur visage et la reproduction de leur nom gagnent en importance et deviennent un pilier de l'image de marque du média. On se rappellera que, je l'ai mentionné en introduction, François Demers a identifié l'émergence d'une classe de journalistes vedettes comme l'un des éléments de ces déstructurations, restructurations à l'œuvre aujourd'hui dans le journalisme. Et finalement, j'ai mis en lumière la relation d'interaction qui unit le lecteur et le spectateur, le lecteur et le chroniqueur plutôt dans la publicité. Ça nous rapporte ici encore à l'une des mutations mises toujours par Charron et de Bonville, soit l'établissement d'un rapport, d'une relation intersubjective communicationnelle entre journaliste et lecteur. Donc, je suis allé rapidement, j'ai parlé peut-être un peu vite, mais j'espère que parvenu au bout de cette analyse qui est rapide puis qui n'est pas complète, qui n'est pas exhaustive, il y aurait encore beaucoup à en dire, mais j'espère avoir éclairé le fait qu'en se racontant sous forme publicitaire, la presse se trouve aussi à vous faire en quelque sorte le récit du contexte de transformation dans lequel elle s'inscrit. Voilà, merci.